Maître Dogen enseigne au sujet du moi. Celui qui s'entraîne à oublier le moi et le mien, ne serait-ce qu'un instant, devient intime avec l'esprit d'éveil, car c'est le moi qui est la cause de toutes nos erreurs. Lorsque s'élève en nous l'idée de moi, asseyons-nous tranquillement et examinons minutieusement ce que sont l'origine et l'existence de notre corps, interne et externe. Perdant alors de vue cette obsédante recherche de soi, nous acceptons la mosaïque dépareillée de notre présence. Nous trouvons de l'intérêt au flux, et il nous arrive de ne plus vouloir saisir ce qui croise la conscience. Les phénomènes apparaissent, disparaissent, et nous restons là, seule certitude sur le coussin. Apparemment toujours vivant et malgré tout éparpillé, un carrefour aux multiples voies d'accès. Maître Dogen parle de ce moment dans le poème qui suit, et qui s'intitule « La fleur ». Dans le vent du printemps, avec les pétales, est tombée une parole que je venais de citer. Ne pourrait-on imaginer que c'était le chant de la fleur ? Nous voici donc au plus près d'un moment de méditation, un moment simple. Les pétales tombent, emportés par le vent, ainsi nos pensées et tous les éphémères. Pièces détachées, fleurs détachées de ces pièces, éparpillées par le vent du printemps. Le vent de la renaissance. C'est le déliement, le dénouement, la dissolution des assemblages qui nous constituent, à tel point que ce qui demeure visible ou audible n'est plus reconnu comme venant de moi. Le miroir s'est ouvert à la multiplicité des reflets. Ce que nous reconnaissons n'est pas utilisé pour conforter notre désir d'unité, d'être un soi. La question s'est déplacée. Nous sommes alors une porte battante par laquelle passent des morceaux de monde. À y regarder de plus près, le tableau n'est pas idéal. Nous sommes plutôt comme le bœuf qui veut sortir de la maison, mais renacle à laisser passer la queue, bien que tout son corps soit déjà sorti. Wu Tzu dit « Un bœuf franchit la porte. Sa tête, ses cornes, ses 4 pattes sont sorties. Pourquoi sa queue ne peut-elle passer ?» Bien qu'engagé dans la voie, comme il est difficile de renoncer aux passions, à l'ambition, à l'avidité, nous restons accrochés à la notion du moi et du mien. Il faudra longtemps pour que ce petit bout de queue puisse franchir le seuil de la porte. Après des débuts rapides, le pratiquant commence à approcher ces résistances profondes, ces adhérences qui constituent un nœud, support à l'illusion d'un moi personnel. Restons quand même avec cette fleur qui un moment accepte de se déployer, un moment de méditation, le mental au repos. Le chant de la fleur, contrairement au sens commun, n'est pas son apparence, ni son parfum, ni rien qui la caractérise comme fleur dans l'ordinaire des perceptions. Le chant de la fleur est une parole citée, nous dit Dogen, dont on ne connaît plus l'auteur. Ainsi, chaque chose qui se présente à la conscience, ne cherchant plus à saisir de manière égoïste les phénomènes, à goûter notre statut d'auteur, nous redécouvrons ce qui nous entoure et les aspects délaissés de nous-mêmes. Le sentiment de vivre s'élargit et l'on se sent en profonde communauté avec le monde. À propos de cette approche, Dogen nous parle de la relation entre le phénomène naturel de la chute des pétales dans le vent et l'enseignement primordial du Bouddha qui, sur le pic des vautours, à Rajgriha, prit une fleur entre ses doigts comme enseignement ultime, signifiant que la réalisation est au-delà de toute parole et qu'elle est sensible à ceux qui s'ouvrent par l'instance qu'est le cœur, intelligence, esprit, le Shin. C'est ce que nous rencontrons dans l'attitude paisible et le retrait immobile, le détachement. Dogen nous le montre de manière très concrète. Les pétales, les ornements, la parure se détachent du cœur et le laissent apparaître. Mais la fleur dans son apparence n'est pas distincte du cœur. L'intention de triturer la fleur indique le cœur. Le vent qui agite la fleur est la citation d'une parole fondatrice, celle du Bouddha. Cette parole silencieuse transporte toutes les apparitions phénoménales, les renouvelle, c'est le vent du printemps. La fleur parvenue à maturité ne résiste plus au vent du printemps et accepte de se détacher de son apparence de fleur.
elle se dénude et disparaît en tant que fleur. Alors elle aimait le chant, un chant qu'elle ne pouvait entendre auparavant et qui est celui qui unit tous les êtres. Son apparence, son attachement à l'identité de fleur, sa conscience qui cherchait à unifier sa représentation du monde, la séparait d'un champ vaste et infini. Elle ne pouvait entendre qu'elle était la fleur, celle que le Bouddha tourne entre ses doigts depuis 2600 ans, celle avec qui dialoguait le petit prince. Parfois, pendant la méditation, fatigués de naviguer dans la confusion, nous cessons de résister et nous regardons se détacher les pétales de l'esprit. Alors, nous ressentons le vent du printemps, nous vivons pleinement ce souffle nouveau et entrevoyons une autre voie, le cœur infini de la réalisation. Maître Dogen écrit à ce sujet. Ceux qui étudient doivent comprendre que la voie du Bouddha se situe par-delà le raisonnement, la discrimination, la supputation, l'examen, le savoir et l'intelligence. Si l'on ne dépasse pas ces limites, on en demeure prisonnier toute sa vie et nos pensées ne seront que des jouets. N'est-ce pas pour cela que nous ne sommes pas encore éveillés à la voie du Bouddha ? Des critères comme le raisonnement et la discrimination sont étrangers à l'étude de la voie. Si vous vous examinez attentivement vous-même, bien que vous soyez encore tout encombré de pensées, vous y verrez clair comme dans un miroir. Celui qui médite et dépasse le plan de la maîtrise mentale rencontre avec subtilité l'ordre cosmique, le dharma qui s'actualise à tout moment dans la discrétion du sensible. Maître Dogen encore l'exprime par ce poème. Sur un brin d'herbe, telle une goutte de rosée, j'ai commencé mon périple. Me voilà maintenant sur les hauteurs du mont Kimone. La différenciation entre les choses est affaire d'acuité. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre le brin d'herbe et la hauteur du mont Kimone. Celui qui voyage accepte toutes les circonstances et ne juge pas selon ses idéaux. Il est simplement là, pèlerin en marche, et apprécie ce qui se présente. C'est un des vœux monastiques. Je fais le vœu d'accomplir tous les dharmas, enseignements et existences dans leur totalité. Si la vue s'élargit pour embrasser les plis discrets du monde, la conscience gagne aussi en finesse. Le silence aiguise l'écoute. Il en est comme d'une musique. Au départ, nous n'entendons qu'une masse informe et sommes enivrés par le rythme et l'énergie qui s'en dégage. Puis la diversité des timbres se fait entendre. Nous sommes sensibles aux lignes mélodiques, aux valeurs rythmiques et harmoniques, et commençons à percevoir la nuance de l'interprétation. Enfin, nous entendons le subtil équilibre du son et du silence. Nous écoutons respirer le monde. Nous ressentons le lien intime entre cette musique-là et toutes les musiques. C'est cet instant unique où nous ressentons la vibration de l'infini qui est ce que nous nommons la saveur du zen. Le vieux Karl Marx eut cette parole étonnante. Il faut savoir entendre l'herbe qui pousse. Et sur le Kyosaku est écrit « Même quand le vent ne souffle plus, les feuilles tombent quand même. » L'esprit est différent des phénomènes, mais il n'y a pas d'esprit en dehors des phénomènes. Lumière et obscurité s'interpénètrent, détails et globalités dialoguent à l'infini. Pendant l'assise vient le moment où l'on ne trouve plus personne sur le coussin. Simplement un unsui, un nuage haut, ainsi qu'est nommé l'apprenti moine. Celui qui a perdu la trace n'en fabrique aucune et ne cherche plus à interférer avec ce qui est. C'est à ce moment l'expérience du samadhi, la paix stable et sereine de la contemplation. Pourtant cela n'est pas consciemment perçu, car la béatitude du samadhi ne peut être ni pensée ni formulée. Elle est la réalisation immédiate et directe.